Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... This man, Wade Wilson, is accused of brutally murdering two Cape Coral women, Christine Melton and Diane Ruiz. He's been in jail since 2019 awaiting trial. Did you kill Christine Melton and Diane Ruiz? No, absolutely not. Des histoires étranges de l'ère numérique. En octobre 2019, la ville paisible de Cape Coral en Floride est secouée par deux meurtres d'une brutalité rare. L'assassin, Wade Steven Wilson, porte un nom emprunté à l'univers des super-héros, mais sa réalité n'a rien d'une bande dessinée. Son parcours est marqué par les blessures, les addictions et une spirale de violence ignorée trop longtemps par les institutions. Comment un tel mélange de chaos et de négligence a-t-il pu conduire à ces meurtres? Et comment les réseaux sociaux ont fait de lui une célébrité? Suivez-nous dans l'histoire glaçante du Deadpool Killer. Sébastien, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Hey? Ça va très bien parce qu'on commence une 11e saison. Je pensais jamais qu'on allait se rendre là. Je pense qu'on a déjà dit dans le passé, on arrête à 10 ou même on arrête à 5. Oui, exact. On a toujours des... On a déjà dit, moi je me rappelle que j'ai déjà dit, on se rendra jamais à 100 épisodes. Puis là, on doit en avoir pas loin de 200, je pense. Oui, si on calcule tout. Avec oui. les bonus et tout ça. Donc, bienvenue dans cette saison 11, les Distordus. Merci de votre soutien. Shout-out à vous, spécialement si vous êtes là depuis la saison 1 en plus. C'est vrai, hein? Il y en a. Oh oui. Et juste quelques mots justement sur cette saison. On vous rappelle que sur Patreon, les épisodes sortent en avance, généralement presque 2 semaines en avance. Oui. Lorsqu'ils sont prêts, on les poste. Donc c'est un peu ça la règle de notre côté. Et on a aussi introduit des abonnements annuels sur Patreon. Donc vous payez une fois, vous économisez 15%. Ouais. Et on a toujours nos 2 forfaits. Un forfait où on a tous les épisodes en avance et un forfait où on a tous les bonus, donc les after-shows. On continue avec, évidemment, des after-shows à chaque épisode. Il va en avoir un très intéressant, Seb, après celui-ci. Et aussi notre ciné-club, nos reviews de documentaires et de films et tout ça, et plein d'autres bonus qu'on sort. Donc, c'est sur Patreon que ça se passe, sans pub aussi sur Patreon, on tient à le redire. Et aussi d'autres éléments, d'autres dates importantes pour cette saison-ci. On va vous en révéler un petit peu plus très bientôt, mais il y aura des live streams sur notre chaîne YouTube. Oui. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, allez-y. Il va en avoir un le 18 septembre, entre autres. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en connaître un petit peu plus. Donc, ça va être cool. On va pouvoir interagir en direct avec vous, proposer un peu une formule, peut-être un petit peu à la cabaret des curiosités, Disto News, tout ça. Ça risque d'être intéressant. Donc, le 18 septembre, restez à l'affût. Et sinon, une autre nouvelle, on vous avait teasé sur l'idée qu'on avait de lancer une saison ou une mini-saison spin-off sur un sujet plus précis ou du moins une thématique. Et c'est ce qu'on s'est dit pour notre 11e saison. Là, ça fait 10 saisons qu'on fait des épisodes, des saisons un peu selon la même formule. Oui, exact. En explorant divers thèmes, bien sûr. Mais là, on s'est dit, ça serait le fun de se plonger dans un univers précis, le temps d'une mini-saison, histoire de varier un peu le plaisir. Exactement. Et donc, janvier 2026, c'est là que ça va se passer. Donc, on s'enligne pour une demi-saison régulière de disto un peu traditionnelle que vous connaissez, vos pantoufles et tout ça. Et puis, en janvier, on va essayer de varier un petit peu la formule. Oui, on va mettre des bottes de cowboy. Yes. Mais là, le cas d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est toute une histoire, un cas aussi qui remet un peu en question la célébrité des tueurs sur les réseaux sociaux et des prisonniers. Exact. Ça sera d'ailleurs le sujet de ton after-show, Seb, que tu nous as concocté. Oui, où est-ce qu'on va parler justement de toutes sortes de prisonniers, autant hommes et femmes, que leur mugshot, la photo de prisonniers
pogné, c'est diffusé sur les médias sociaux, et là, ça part en vrai. Les gens tombent en amour avec ces gens-là. Donc, c'est quoi notre lien avec la beauté et la criminalité? Ça va être vraiment intéressant à voir. Ils sont trop beaux pour la prison. Oui. Ça va être un after-show très intéressant sur Patreon dès la fin de cet enregistrement. Et pour se rendre jusque-là, Seb, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Oui, on boit vraiment quelque chose d'intéressant aujourd'hui. C'est une première bière collaborative entre plusieurs personnes du quartier, entreprises du quartier Hochelaga qu'on aime. Bien sûr. La microbrasserie Mutoïde, où ce que vous allez pouvoir retrouver la Hochelaga Pale Ale et la variation Mutoïde. Et c'est fait en collaboration avec le magasin Rétro Montréal. Ben oui, un des plus cool magasins de Montréal. Oui, exact, où ce que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez au niveau du jeu vidéo, des jeux physiques. Tant vieux que récent. Oui, exact. C'est vraiment une belle place. Et avec l'espace public. Donc, ces trois partenaires-là travaillent ensemble pour faire la Hochelaga Pale Ale. Et même, on nous dit qu'à la fin du mois d'août, il va même avoir une autre collabo avec Espace Public, seulement sans Mutoïde, avec le même type d'Hochelaga, mais de Hochelaga Pale Ale, mais il change le houblon. C'est ça un peu les nuances. Donc, voilà. Oh, super. Et cette bière, en fait, cette tournée de bière nous a été offerte par Sam Marquis, qui a fait comme un peu tous les donateurs de bière, je peux dire, sont allés sur notre site web distorsionpodcast.com, petit onglet en haut à droite, tournée de bière, vous suivez le processus, un petit don PayPal, ça nous donne des sous, après ça on peut aller remplir le fridge. Exactement. Aussi, merci à Just to Buy My Love, alias Chloé, pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Elle nous dit « Merci Émile et Seb de m'accompagner lorsque je suis dans le trafic entre Dorval et Repentigny, de m'accompagner quand je fais mes lunchs, quand je cours, quand je passe la balayeuse. Je vous aime d'amour, lâchez pas. » Chloé. Shout-out à toi, on t'aime d'amour aussi, Chloé, ainsi que toutes les autres Chloé du monde entier. Oui. Je pense qu'on en a assez dit, Seb. On va se revoir après l'épisode dans l'after show. Mais juste avant, est-ce qu'on est prêt à plonger dans l'histoire terrifiante de Wade Wilson? Oui, mais, Émile, tu sais, avec notre saison 11 qui commence, c'est important d'être bien connecté. Que ce soit via votre Internet à la maison ou encore via votre téléphone mobile, vous ne voudrez rien manquer de nos histoires étranges. C'est donc le moment de revoir vos forfaits Internet et cellulaires et d'opter pour la solution la plus simple et la plus efficace. Et dans ce domaine, Fizz est le grand champion. Bien dit, Émile. Avec Fizz, il y a un seul endroit pour gérer ton mobile, ton Internet et même ta télé. Tout est simple, gérable en ligne, sans contrat, mais surtout pas de bullshit. Ça, c'est le genre de setup qu'on aime. Pas besoin de fouiller dans 40 menus pour changer ton forfait ou comprendre ta facture. Et en plus, en activant ton forfait avec le code PODZ, P-O-D-Z-Z, tu obtiens 25 $ de rabais, 10 GB de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Ça, c'est un forfait solide, Seb. Je lance à l'instant mon iPhone et mon vieux modem par la fenêtre. Mets-les au moins au recyclage, Émile. Pour en savoir plus et profiter de l'offre, va sur fizz.ca et utilise le code PODZ, P-O-D-Z-Z. Fizz, tout ce qu'il faut, sans ce qu'il faut pas. Est-ce qu'on est prêt à plonger dans l'histoire terrifiante de Wade Wilson? Oui, monsieur. Allons-y. Maintenant, Saison 11. Nous sommes le 20 mai 1994 à Tallahassee, capitale de la Floride. Il y a aussi beaucoup de crimes, je crois, qui sont survenus dans cette région-là. Ça doit être la chaleur. Oui, exactement. Les alligators aussi. La chaleur est déjà lourde malgré l'heure matinale. Dans une aile modeste de l'hôpital local, l'air conditionné peine à chasser l'humidité qui colle aux murs blanchis. Les néons diffusent une lumière presque chirurgicale et dans une petite chambre, une adolescente de 14 ans serre un nouveau-né contre elle. Cette adolescente, dont nous ignorons le nom, vient tout juste de donner naissance à Wade. Très jeune et nouvellement maman, elle regarde ce bébé comme on regardait la mère s'agiter, un mélange de fascination et de peur. C'est bien dit. À ses côtés, il n'y a pas de jeune papa. Le père biologique, âgé de 15 ans, a déjà pris ses distances, incapable ou refusant d'affronter la situation. À sa naissance, l'enfant porte le nom provisoire d'Anthony. Sa mère, sans repère, le garde souvent dans ses bras, bougeant d'un pied sur l'autre, comme pour bercer ses propres angoisses. Il n'y a pas de chambre décorée,
pas de lit prêt à la maison. En fait, la vérité, c'est qu'il n'existe pas vraiment de maison. Les premiers jours passent dans une routine improvisée. La jeune adolescente dort mal, oubliant parfois même de manger, et le bébé, lui, dort. Beaucoup, même presque trop. Il ne pleure pas souvent, ce qui inquiète déjà certaines infirmières. Les visites sont rares. Quelques amis passent en coup de vent, maladroites et plutôt mal à l'aise devant la situation. On peut comprendre, hein, 14 ans, 15 ans, c'est tellement jeune pour avoir un bébé. Puis là, on parle d'une situation d'itinérance. Quasiment, là, oui. Sa famille n'a pas l'air d'être en support ou quoi que ce soit, donc c'est encore pire. Là. Quelques semaines plus tard, la réalité rattrape la jeune mère. Les travailleurs sociaux du Department of Children and Families de Floride, alertés par l'âge des parents et aussi l'absence de cadre stable, lui rendent visite. Leurs rapports sont clairs. La mère ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer ses responsabilités parentales. La décision tombe rapidement. Anthony est confié à une famille d'accueil temporaire. Pour ce nouveau-né, c'est le début d'un va-et-vient qui marquera toute sa vie. Changement de figure parentale, de maison, d'odeur, de voix. Les notes des assistantes sociales évoquent également un bébé calme, presque silencieux, mais qui détourne le regard lorsqu'on tente de le stimuler. C'est un enfant qui semble déjà se fermer au monde. C'est triste, hein? Mais souvent les enfants ressentent tout ce qu'ils ont vécu, même durant la grossesse. Hein? Puis s'il n'a pas vécu dans un environnement, j'ai l'impression que ça doit jouer sur le comportement du bébé, veut pas. Oui, sans doute, hein, c'est clair, selon moi aussi. Là. En février 1995, moins d'1 an après sa naissance, eh bien, il y a un couple protestant engagé dans la communauté, Mark et Ellen Wilson, qui acceptent de l'accueillir dans un cadre plus permanent. Ils vivent dans un quartier paisible, avec une maison bien entretenue, un chien joueur et des habitudes simples. Anthony devient alors Wade Stephen Wilson. Il a désormais une chambre à lui, décorée avec des peluches, des livres illustrés et même quelques figurines de super-héros soigneusement alignées par Ellen. Pour la première fois, il dort dans un lit qui lui appartient, dans une maison où les journées sont rythmées par des repas réguliers et des prières du matin. Mais même si l'environnement de Wade change pour le mieux, les fondations psychologiques, elles, portent déjà les marques des premiers mois chaotiques. Et ces cicatrices invisibles ne tarderont pas à se manifester. C'est toujours surprenant ce que ça peut devenir, hein, des enfants élevés dans des contextes comme ça. Oui. La vie puis nous montre que oui, évidemment, les enfants emmagasinent tellement de choses, de traumatismes, même à ce bas âge-là. Puis je suis pas du tout psychoéducateur. Non. Là. Mais en même temps, on a vu tellement de gens aussi hyper talentueux, hyper intelligents naître de circonstances extrêmement difficiles. Oui, t'as raison. Des enfants même par exemple de parents toxicomanes, même qui se sont drogués pendant la grossesse et autres, parfois vont donner naissance à des enfants qui sont pas du tout dépendants ou qui sont parfois ça les empêchera pas de faire leur chemin et de mener une belle vie. Mais on va voir que dans le cas actuel, ça va plutôt mal tourner avec le temps. Oui, exact. La vie chez les Wilson suit un rythme stable, dans la nouvelle famille, évidemment, d'adoption de Wade. La maison, construite au début des années 90 dans un quartier résidentiel calme de Tallahassee, est peinte en beige clair avec un porche accueillant où Ellen dépose chaque semaine un pot de fleurs fraîches. À l'intérieur, tout est soigneusement rangé. Le salon baigné de lumière, la Bible ouverte sur la table basse, les photos de famille accrochées le long du couloir. La famille parfaite américaine. Oui, exact. Mark Wilson, qui est un grand gaillard aux mains calleuses, travaille comme mécanicien pour un garage local. Ellen, institutrice de formation, a choisi de se consacrer à temps plein à la maison et aux activités paroissiales. Leur vie est simple, réglée comme une horloge. Chaque matin, avant le petit déjeuner, la famille se réunit dans la cuisine autour d'un court moment de prière. La voix grave de Mark prononce quelques phrases, suivies par Ellen, douce et appliquée, et puis par Wade, qui marmonne quelques mots sans toujours comprendre leur sens. Ensuite viennent les céréales ou les œufs brouillés, le chien qui gratte à la porte et les préparatifs pour aller à l'école.
Helen prend cœur d'offrir à Wade un environnement stimulant. Sa chambre est un petit monde en soi. Sur l'étagère, des livres aux couvertures colorées. Sur la table, des crayons rangés par taille et près du lit, des figurines de super-héros. Parmi elles, un petit Deadpool trouvé lors d'un vide-grenier que Wade manipule souvent en silence. Pour ceux qui l'ignorent, Deadpool, qui commence à être de plus en plus connu d'une manière universelle, là, c'est le personnage irrévérencieux là, de l'univers de Marvel. C'est un peu un anti-héros. Oui. Il est habillé de rouge. Il y a un humour noir, un cynisme aussi, puis une violence cartoonesque. Oui, moi, j'ai adoré. C'est peut-être le super-héros dans les dernières années de Marvel dont je suis le plus fan, étant donné que il y en a tellement, puis tout ça devient édulcoré. Là. Exact. Donc, Deadpool, c'est celui-là. Puis, c'est pas juste un clin d'œil à la culture pop là, dans les comics. Deadpool s'appelle lui aussi Wade Wilson, Seb. Oui, c'est ça. Un peu comme Batman. Pas Bruce Batman, Wayne. Oui, c'est ça, ou Spider-Man avec Peter Parker. Exactement. Et là, on se demande, est-ce que c'est un hasard? Il semblerait que oui, c'est un hasard troublant qui, bien plus tard, va coller au tueur là, comme surnom iconique d'une certaine façon. Exact. Là. Mais oui, c'est son père qui l'a un peu, son nouveau père qui l'a un peu rebaptisé. Wade Wilson. Oui, exact. Donc, c'est même pas en l'honneur de Deadpool. Non, puis ce sont des Wilson. Donc, tu sais, déjà, si tu pars de là, puis justement, ces parents-là, je veux pas, mais je me doute qu'ils connaissent pas tant ça, l'univers de Deadpool. Ouais. Dans ses premières années, le petit garçon semble bien s'adapter. Il joue dans le jardin, aide Helen à ramasser les pommes de pin pour le compost et écoute avec attention les histoires bibliques ou les contes que ses parents lui lisent. On pourrait croire que le passé trouble de ses premiers mois s'efface peu à peu. Mais derrière cette façade paisible, quelque chose reste figé. Wade sourit rarement sur les photos de famille. Il ne court pas vers ses parents quand il rentre à la maison et préfère parfois se retirer dans sa chambre, fixant un point invisible ou fixant un jouet pendant de longues minutes. Ça fait un peu penser à la famille Stauffer là, qui avait adopté là, un petit garçon, puis on se rendait compte qu'il n'était pas très adapté à la famille. Là. Les Wilson, sans formation particulière en psychologie à l'enfance, interprètent ce comportement comme de la timidité. Ils se disent qu'il faut lui laisser le temps, que l'amour et la stabilité finiront par combler les manques. Mais à l'école, les signaux d'alerte ne tardent pas à apparaître. Oh non, mon cher Émile. En août 2000, Wade entre en première année à la Cheers Elementary Schools, qui est une école publique typique du comté de Lyon. Le bâtiment principal en briques rouges s'ouvre sur une grande cour où résonnent les cris et les rires d'enfants. Les débuts scolaires du jeune Wade sont plutôt compliqués. Dès les premières semaines, plusieurs enseignants notent qu'il parle peu aux autres élèves, refuse de participer aux jeux collectifs et se replie rapidement à la moindre contrariété. Dans un rapport, une institutrice écrit « Il semble ne pas supporter la frustration. En cas d'attente ou de refus, il réagit par un geste brusque ou une explosion de colère. À 6 ans, les épisodes deviennent plus marqués. Un matin de novembre 2000, lors d'un atelier de dessin, Wade déchire la feuille d'un camarade qui l'avait, selon lui, copié. Quelques minutes plus tard, il renverse un pot d'eau sur la table, éclaboussant les cahiers et les vêtements. Un autre jour, il claque la porte si fort que le panneau de verre dans la classe tremble. En 2001, puis je vous rappelle, il y a genre 6 ans, il est tout petit. Là. En 2001, les incidents s'accumulent. Il pousse un camarade sur le terrain de jeu lors d'une partie de ballon. L'enfant tombe lourdement, se cogne la tête et pleure de douleur. L'école applique alors une suspension temporaire, mais la sanction ne semble pas affecter le jeune Wade. À la maison, Hélène tente d'en parler avec lui. Parfois, il s'assoit sur le canapé, l'air honteux. Il joue avec le rebord de son T-shirt et finit par murmurer un « désolé », presque inaudible. Mais il lui arrive aussi de se lever brusquement, de quitter la pièce et de claquer la porte de sa chambre, laissant Hélène désemparée. Face à la répétition des incidents, l'école suggère une évaluation par un conseiller spécialisé. En 2002, Wade entame des séances hebdomadaires dans un petit bureau de la ville. Les comptes rendus sont frustrants. Il reste muet, bras croisés, fixant le sol, ou bien se lève soudain, tourne en rond et refuse même de répondre aux questions.
Le conseiller note « L'enfant manifeste un refus de l'autorité et une incapacité à verbaliser ses émotions. Pourtant, aucun suivi médical concret n'est engagé. Les Wilson, bienveillants mais démunis, se disent qu'ils traversent une phase, mais les éducateurs insistent. Sans intervention, ces comportements pourraient s'aggraver. » En 2004, la situation devient sérieuse. Lors d'une sortie scolaire sur le campus local, Wade, alors âgé de 10 ans, pousse soudainement un camarade en direction de la route alors qu'un bus scolaire s'apprête à passer. Mon Dieu. Hey, c'est fou, là. Oh, ça, c'est... Mon Dieu, c'est une tentative de meurtre. C'est vraiment risqué, là. Ben oui. L'enfant échappe de peu à un grave accident. Interrogé, Wade se contente de hausser les épaules, sans aucun remords. Les services sociaux concluent à un incident lié à une mauvaise gestion émotionnelle. Mais le nom de Wade entre désormais dans la base de données des suivis à risque du comté. Les années qui suivent ne vont que confirmer les craintes. Les colères de Wade vont se transformer en violence physique, repli sur soi, en un isolement profond. Oui, parce que quand ça commence comme ça, généralement, à l'adolescence, il y a d'autres problèmes qui finissent par se développer. Bien sûr. On est en 2006 maintenant, Seb. Wade entre à la Deer Lake Middle School, un collège de middle school situé à quelques kilomètres de la maison familiale. Le bâtiment moderne accueille plus de 800 élèves et l'atmosphère y est bruyante et animée. Mais Wade, lui, semble flotter en périphérie de ce monde d'adolescents. Il ne se mêle pas aux groupes qui se forment naturellement dans les couloirs. Pas d'équipe de sport, pas de club artistique. À la pause, il préfère se réfugier derrière les buissons près du terrain de basket, seul, le regard perdu sous une épaisse mèche de cheveux bruns mal entretenue. Ses absences se multiplient. Plus de 40 heures manquées en un seul trimestre. C'est fou, quand hein? même beaucoup pour ce niveau Oui, scolaire-là. exact, On comprend les gens qui vont sécher le cégep. Ou, oui, non, ça t'appartient. Là. Oui, exactement, mais là, on n'en est pas là. Lorsqu'il est présent, il rend des devoirs qui sont bâclés et parfois même pas complétés. Non. Les professeurs qui sont lassés le classent parmi les perturbateurs ingérables de la classe. Un surveillant se souviendra plus tard d'un incident révélateur. Surpris en train de taguer grossièrement les murs des toilettes, de faire des graffitis, oui. Wade avait dessiné une tête pixelisée de Deadpool, accompagnée de sa propre signature. Ce choix de personnage n'était pas anodin. Deadpool, on en a parlé, cet anti-héros cynique et violent, était devenu pour lui une figure d'identification. Il collectionnait figurines, posters et n'hésitait pas à s'habiller en Deadpool à l'Halloween, apprenant même les répliques du personnage qu'il répétait dans les couloirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pousse un autre dans Deadpool devant un autobus? Je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas dans les différents Deadpool. Il me semble que non. Je me demande s'il aurait pu voir ça dans un film, parce qu'ils sont quand même violents, les films de Deadpool. C'est très contrasté. Là, il est drôle, rigolo, cute même des fois. Oui, puis en même temps, il peut tuer quelqu'un dans la même scène. Là, les scènes sont quand même violentes. Mais non, j'ai pas de souvenir. Sur le plan physique, ces années d'école sont jalonnées d'accidents. Skateboard, match de foot improvisé, bagarre dans la cour, chaque chute est plus dure que la précédente. Entre 12 et 16 ans, on compte 4 commotions cérébrales documentées. C'est pas évident, ça. Ça perturbe des commotions cérébrales. On le sait. D'une à l'autre, ça s'améliore pas. Une fois, il tombe lourdement dans un escalier métallique. Une autre, il reçoit un coup de poing à la tempe lors d'une bataille au bord du stade. 2 épisodes entraînant des pertes de conscience brèves, mais aucun examen médical approfondi en lien avec ces blessures-là. Pas de scanner, pas d'IRM, rien du tout. Les médecins scolaires se contentent de bandages et de repos. En date d'aujourd'hui, on sait que des traumatismes crâniens répétés peuvent altérer durablement le contrôle des impulsions, la gestion des émotions et augmenter les comportements agressifs. Mais à l'époque, dans les écoles publiques en Floride, le protocole de suivi neurologique n'était pas très développé et surtout pas systématique. C'est aussi vers l'âge de 13 ans que Wade goûte pour la première fois à l'alcool et au cannabis. Un après-midi de printemps, lui et une camarade de classe s'éclipsent dans les bois derrière le campus.
Elle se confiera bien des années plus tard à la presse en disant « On avait roulé notre premier joint avec du papier à cigarette trouvé chez son oncle. On a ri comme des idiots pendant 1 heure. » Dès ce moment, fumer avant les cours devient un rituel pour Wade. Certains jours, il arrive en classe avec les yeux rouges et un sourire absent. Il perd rapidement le fil scolaire. À 15 ans, il est surpris en train de fumer dans les toilettes de l'école. Il met ensuite feu à un rouleau de papier hygiénique juste pour rire, provoquant l'évacuation entière du bâtiment. C'est drôle. L'incident lui vaut une exclusion définitive. Il me rappelle, moi, un peu certains petits tannants qu'on avait à l'école, oui, mais qui, même, justement, rendus à ces âges-là, au secondaire, il y en a de moins en moins, j'avoue, au secondaire, là, des gens qui vont mettre le feu à du papier de toilette. Mais on en a tous eu un, je pense, un comme ça, là, qui se faisait toujours expulser, qui faisait des trucs limite dangereux. Je pense qu'on en a tous connu. Oui, exact. Non, je suis convaincu aussi. Le petit tannant. Là, oui. Mais là c'est plus qu'un petit tannant. Ce qui va devenir, on n'en a pas tous connu. Là. L'adolescent, déjà fragile, se retrouve alors livré à lui-même et c'est là que les mauvaises fréquentations vont faire le reste. Privé d'école, Wade se joint à un groupe de jeunes plus âgés, déjà connus des policiers pour des petits vols et cambriolages. Le groupe passe des après-midi aérés dans les parkings, à essayer des portes de voitures, à revendre des objets volés sur des sites comme Craigslist. En 2009, à 15 ans, Wade est interrogé par la police pour intrusion dans des véhicules et possession de couteaux. Grâce à son statut de mineur, il échappe à des poursuites formelles, mais son nom figure désormais dans les dossiers du shérif. Puis, la situation à la maison devient explosive. Mark et Helen, inquiets, se résignent à invoquer le Baker Act, qui est une loi de Floride permettant l'internement psychiatrique temporaire d'une personne présentant un danger pour elle-même ou pour autrui. Wade passe 72 heures dans un hôpital de Tallahassee pour évaluation. Le rapport est froid. Adolescent muet, refusant de coopérer et ne présentant pas de symptômes psychotiques évidents. Il est relâché sans suivi. Il est souvent abandonné par le système. Oui, il va toujours tomber dans les failles. Exact, parce qu'ils ne sont pas capables de le saisir. T'sais. Il dira plus tard, lors d'un entretien avec un expert en psychiatrie, « C'est comme si ma tête était dans un brouillard. Il n'y avait pas de gris, juste du blanc ou du noir. » C'est particulier. Ça. À 17 ans, la frontière entre délinquance et criminalité est franchie. Le 18 janvier 2011, Wade entre dans un dépanneur avec 2 amis. Ils volent une bouteille d'alcool. Le caissier tente de les arrêter, mais Wade le saisit, le projette au sol et le frappe au visage. L'incident est capté par les caméras de sécurité. Arrêté au petit matin, Wade en fait ne nie rien. Il est condamné à 18 mois de probation avec port d'un bracelet électronique et doit suivre une thérapie comportementale. Mais dès les premières séances, il se montre provocateur, répond à côté ou garde un silence ostentatoire. En 2012, il cambriole une maison de quartier et vole du matériel électronique et des bijoux. Comble de l'arrogance, il tente de revendre une tablette volée dans une boutique sous son vrai nom. Cette fois, le tribunal le condamne à près de 2 ans de prison à Sumterville, dans le comté de Central Sumter en Floride. En détention, Wade ne cherche pas à se faire discret. Il provoque les surveillants, se vante de ses actes et arbore fièrement des t-shirts bricolés à l'effigie de Deadpool. En septembre 2014, il est libéré, mais la relation avec les Wilson, ses parents, est brisée. Il refuse tout contact. À sa sortie, il s'installe à Fort Myers. C'est le début d'une errance ponctuée de petits larcins, de squats dans des garages et d'arrestations régulières. En 2015, une femme l'accuse d'enlèvement et d'agression sexuelle dans son SUV après une soirée. Faute de preuves matérielles suffisantes, il est acquitté, mais la rumeur colle à sa peau. En 2017, il participe au cambriolage d'une armurerie, volant plusieurs armes revendues sous le manteau, si on peut dire, là, via Facebook et Snapchat. Ce vol le mène de nouveau en prison. Libéré en 2018, il revient dans les rues avec encore moins d'attache et encore plus de colère. La pente est désormais descendante et rien ne viendra l'arrêter avant l'irréversible.
Avant de repartir, Seb, tu voulais revenir un petit peu sur ses parents qui voulaient arrêter tout contact avec lui. Ils l'ont, en quelque sorte, ils l'ont un peu abandonné, quoi. Oui. C'est un peu, tu te démerdes. Je comprends qu'il a fait des choses qui sont très graves. Oui. Mais oui, tu voulais revenir là-dessus, je pense. Ben oui, je trouve ça triste, en fait, parce que je me questionne. Tu sais, quand il est sorti de prison en 2014, je veux dire, à partir de ce moment-là, il s'est vraiment retrouvé seul au monde. Puis quand t'es quelqu'un comme qui a son passé et tout ça, je les ai trouvés un peu lâches, je dois dire. Puis je le sais que ça doit pas être facile là, t'adopter un enfant. Déjà là, le lien est pas aussi fort qu'un enfant biologique. Ben c'est ça, c'était ça que je pensais aussi. Je me disais, est-ce que il aurait fait la même chose si c'était leur enfant biologique? Oui, exact. Ben, ça, c'est une excellente question. Je sais qu'il y en a qui le font aussi, puis je veux pas leur lancer de pierre, là, mais je me questionnais quand même sur les impacts que ça aurait pu peut-être avoir positif s'ils l'avaient ramené sous leur aile. Ah, oui, on le saura jamais, en fait. Non, exact. Mais au départ, je me disais peut-être que c'est contre leurs valeurs religieuses parce que, tu sais, il a fait des crimes graves, mais selon moi, tu sais, je suis pas un expert en la Bible, je suis pas quelqu'un de très religieux, même pas du tout, mais je me dis qu'à quelque part, au contraire, si tu suis les indications de la Bible, tu dois croire à quelque part en la réhabilitation, puis justement à pouvoir sauver quelqu'un même s'il est dans le péché. Là, exact, aider ton prochain. Exactement, d'une certaine façon. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de l'aider sans endosser ce qu'il a fait, quelque part. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'est particulier. Selon moi, on dirait j'ai tendance à les juger un peu, mais j'ai l'impression que ce serait peut-être différent si ça avait été leur enfant biologique. Ah oui, non, t'as raison. Puis c'est vrai qu'à leur défense, Wade n'est vraiment pas facile là, de ce qu'on comprend. Là. Je veux dire, il répond pas, il parle jamais. Eux, ils ont tout essayé, puis il n'y a pas de contact avec. Ça se peut qu'à un moment donné, ils ont juste lancé la serviette en se disant qu'il n'y a plus rien à faire avec lui. Là. Mais bon, je voulais quand même le soulever. Je serais curieux d'avoir votre opinion distordue, même opinion de parents ou non. Là. Je serais curieux d'avoir... Vous, comment auriez-vous réagi? Exact. Ou peut-être même que vous connaissez des situations comme ça. Peut-être même que vous êtes intervenant. Peut-être que vous avez déjà vécu des situations comme ça. Moi, j'ai vécu des situations où j'ai des amis qui étaient un peu, je dirais, dans la grande délinquance, tu sais, puis oui, les parents, je pense que parfois, c'est peut-être mieux pour eux qui coupent contact avec les parents pendant un certain temps, mais j'ai jamais vu de cas où c'était complètement, là. Souvent, les parents reviennent, c'est souvent pas des gens qui avaient des bonnes relations avec leurs parents de base, donc ils n'ont pas gardé eux-mêmes des grands contacts avec leurs parents. Oui, non, exact. Mais bon, je me questionnais là-dessus. Ben oui, c'est une bonne question. Je reviens à la chronologie, Seb. On est maintenant au début octobre 2019, toujours à Cape Coral, en Floride. Les journées sont encore chaudes, mais les soirées se rafraîchissent et les feuilles des arbres commencent à peine à jaunir. Wade, qui est alors âgé de 25 ans, vit de façon très précaire, sans domicile fixe. Il enchaîne les petits boulots mal payés et dort tantôt chez les connaissances, tantôt dans des logements de fortune. Ses finances sont au plus bas. Le 7 octobre au soir, Wilson se rend dans un bar de musique live à Fort Myers, le bar Buddha Live, où la bière coule à flot. Là, il fait la connaissance de Christine Melton, âgée de 35 ans, qui est réceptionniste médicale. Elle est venue décompresser après sa journée de travail en compagnie d'une amie. Son amie se nomme Stephanie Johnson. Wilson s'installe discrètement non loin du petit groupe et les observe. Des témoins rapporteront qu'il y avait de l'alcool et même quelques lignes de cocaïne qui circulaient ce jour-là. Je me demande, Seb, à ce moment-là, parce que Wade Wilson, on n'en a pas encore parlé, mais on le connaît beaucoup par son mugshot, avec les tatous, même son espèce de sourire de Joker. Un peu. À cette époque-là, est-ce qu'il les avait, les tatous? C'est une Moses de bonne question. Je sais qu'il y en avait, parce que dans les témoignages de 2019, il disait qu'il était quand même reconnaissable à cause de ses tatous. Fait que selon moi, oui, il devait les avoir. Mais ça, justement, ça me fait peur, dans le sens que, tu sais, imagine, si vous l'avez jamais vu, le googlez-là, là, vous allez voir, là, puis imaginez-vous que quelqu'un vous aborde comme ça dans un bar, puis j'ai pas de problème avec les tatouages au visage, mais c'est toujours impressionnant, puis surtout dans son cas. Donc, donc c'est ça, il y a quand même un genre de
je sais pas comment dire ça, mais il y a quelque chose de dangereux ou qui dégage un danger. Ben, après coup, on se dit, ce gars-là, c'est un peu un genre de super vilain, là, de super-héros. Quand tu dis c'est un meurtrier comme ça, puis tu regardes, puis il y a des tatous quand même creepy. Tu sais, des fois, des tatous au visage, c'est cute et tout ça. Tu sais. beaux, c'est ça. Lui, c'est presque un signe de sa personnalité. Là, tu sais. Tu sens que justement, c'est un peu cohérent avec son style de vie et les crimes qu'il a commis même. Là. Oui, exact. Il y a même une croix nazie là, sur une des joues, sans pudeur. Oui, c'est provoquant. Oui, exact. Donc je me demande si à ce moment-là, lorsqu'il observait les deux femmes, je ne sais pas s'il y avait ces tatous-là à ce moment-là. Ou, Ben, j'ai l'impression que oui, avec la chronologie. Ouais. Fait que, des choses qui vont se passer. Là. Pour certains, c'est épeurant. Pour certains, c'est séduisant. Là, oui, exact, tu as raison. Le bar n'est cependant pas un repère étudiant, là, contrairement à ce que suggéraient certaines rumeurs. Vers 23 heures, Christine, son amie Stéphanie et Wilson quittent le bar et se rendent en voiture jusqu'à l'appartement de Christine, un rez-de-chaussée situé sur la 49e avenue à Cape Coral. Donc, ils ont commencé à discuter tout ça et puis ils ont décidé de rentrer chez Christine. L'ami de Christine ne reste qu'une quinzaine de minutes, puis s'en va, laissant Christine seule en compagnie de Wilson. Dans l'appartement, tout paraît normal. Christine range ses affaires, échange encore quelques mots avec Wilson, puis finit par aller se coucher. Son dernier message envoyé depuis son téléphone est daté à minuit 23. Wilson, resté dans le salon, attend patiemment qu'elle tombe dans un sommeil profond. Donc, si je comprends bien, c'était pas forcément un plan cul. Non, ça, exact. C'est c'était ça vraiment peut-être un after party. Oui, exact. Puis je sais que lui, n'ayant pas de domicile fixe, c'était son genre là, de se trouver des dates comme ça. Puis parfois même des dames plus vieilles, sachant qu'il était peut-être plus en mesure de les attraper d'une certaine façon. Oui, lui qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est sans domicile fixe, qui est un peu itinérant sur les bars. Souvent, pour lui, c'était sa tactique pour se trouver un toit où dormir. Oui, exactement. Donc, c'est ce que je comprends en ce moment. Là. J'ai pas l'impression que c'était un plan. Non, pas du tout. Non, pas exact. du tout. J'ai fouillé pour essayer, puis il n'y a pas plus de détails. Là. Ça reste comme amical, on dirait. Entre 2h45 et 3h12, il passe à l'action alors que Christine est dans un sommeil profond. L'attaque est soudaine et d'une extrême violence. Wilson pénètre dans la chambre et saisit Christine à la gorge à main nue. Il serre de toutes ses forces tandis qu'elle dort paisiblement, enveloppée dans une couverture. Vers 3h12, un voisin est réveillé par le fracas d'un verre brisé, suivi d'un cri bref et étouffé. Ce témoignage situera avec précision l'instant fatal. Christine est assassinée sur le coup. Après le meurtre, Wilson prend le temps de nettoyer rapidement la scène. Il enveloppe le corps de la victime dans la couverture du lit, repositionne les oreillers et s'efforce d'effacer les traces de son passage. Il fouille l'appartement et s'empare du téléphone portable de la victime, de son portefeuille, des clés de sa Nissan Versa, ainsi que de quelques objets de valeur mineure. Wilson essuie certaines surfaces pour éliminer ses empreintes, notamment l'interphone extérieur et la poignée de la porte. Les caméras de surveillance du voisinage captent sa silhouette, capuche relevée, quittant l'immeuble, puis prenant la fuite au volant de la Nissan Versa noire de Christine. Donc, il a fait ça vraiment spontanément, Seb, là, ça avait l'air pas prévu. Ou... Non, exact. Puis elle semble pas, en tout cas, on n'a pas de détails, mais elle semble pas l'avoir provoqué ou non, ils ont pas eu l'air d'avoir de... Il n'y a pas eu de dispute, non, rien. Non, c'est ça. Peut-être qu'elle a, je sais pas si dans la soirée, il a tenté de lui faire des avances puis il sentait que c'était pas réciproque. Je sais pas si c'est allé jusque-là. Ouais, ça, on pourra jamais le savoir, hein, parce non. que l'ami était parti, puis l'autre personne, elle est morte, puis lui, il le dira pas. Là. Donc, effectivement, je me suis posé la question si ça pouvait pas avoir été un refus aussi, mais ça n'a jamais été mentionné. Mais ça se peut qu'il ait snappé absolument aussi, tout simplement. Là. Il avait sans doute besoin justement de voler des choses là, pour sa survie à lui, puis il a peut-être vu ça comme une opportunité, mais avec justement son tempérament très
très extrême. Oui, non, c'est ça, parce qu'à la limite, je me suis dit, il aurait pu voler sa voiture, voler tous les trucs, puis pendant qu'elle dort, s'en aller, sans la tuer. Sans la tuer, il y aurait eu les mêmes objets avec lui après. Et tu vas voir, en fait, ses comportements suivant le meurtre vont un peu confirmer certaines choses au niveau de sa psychologie, là. Malgré le meurtre qu'il vient de commettre, Wilson ne cherche pas immédiatement à se cacher. Au contraire, dans les heures qui suivent, il circule librement dans Cape Coral au volant de la voiture volée, comme si de rien n'était. Plus tard dans la matinée du 8 octobre, sur le Eldorado Boulevard, il remarque Diane Ruiz, âgée de 43 ans, une serveuse sans histoire qui marche en direction de son travail. Wilson l'aborde et lui propose de la raccompagner. Vers 11h15, Diane monte à bord de la Nissan Versa avec lui. Il roule en direction du nord et s'engage dans une zone isolée débouchant sur un terrain vague. Il était quand même bon pour convaincre des inconnus de le suivre. Hein? Je ne sais pas si c'est dû à sa beauté ensorcelante, parce que, faut le dire, c'était quand même quelqu'un de qui répond aux standards de beauté puis qui attirait beaucoup les femmes. Oui, il est costaud. Donc, une chance qu'il y avait ça, parce que je suis pas sûr que si c'était un petit gros chauve et bedonnant à lunettes, Diane aurait monté dans sa voiture comme ça. Mais non, exact. Je veux dire, il a 25 ans, il fait quand même un peu peur. Moi aussi, ça me dépasse, ça, effectivement. Vers 13h, Diane Ruiz est violemment agressée. Des traces relevées dans la voiture, griffures sur la banquette arrière, cheveux arrachés, vêtements déchirés, témoignent de la lutte. Wilson la frappe, puis la tue en l'étranglant elle aussi. Tout ça après avoir tué Catherine. Après avoir mis fin à la vie de Diane, Wilson décide d'accentuer l'horreur. Il étend le corps de sa victime sur la route, remonte dans la Nissan et lui passe dessus à plusieurs reprises jusqu'à la mutiler atrocement avec la voiture. C'est d'une cruauté incroyable. Aucun sens, je comprends pas. Il traîne ensuite le cadavre sur une trentaine de mètres et le dissimule sous des branchages. Il abandonne le véhicule non loin, récupère quelques effets personnels, puis disparaît. C'est fou, hein? C'est tellement cruel. Ah oui, j'en reviens pas, la spontanéité. Elle est déjà morte, là. Pourquoi tu fais ça encore une fois? Qu'est-ce qu'elle lui a refusé? Oui, c'est ça. Parce qu'au début, il nous le disait, hein, les professeurs à l'école, dès qu'ils se faisaient refuser quelque chose, il éclatait. Donc, ça se pourrait. Hein, là, on dirait que je ne l'avais pas pensé, mais est-ce que tu dis avec Christine tantôt, puis là, peut-être même Diane, y a-tu demandé quelque chose? Peut-être pas du sexe, mais puis elle a refusé. Donc, ou il l'a juste pris comme une victime facile. Oui. Mais c'est dur à comprendre. C'est clair. Le matin du 8 octobre, l'absence de Christine Melton à son travail alerte ses collègues et sa famille. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles, ils préviennent la police de Cape Coral. En entrant dans son appartement, les enquêteurs découvrent son corps étendu sur son lit et enveloppé d'une couverture. La scène intrigue. Aucune infraction majeure, peu de désordre, mais des objets personnels manquent, son téléphone, son portefeuille et sa voiture. Très vite, les autorités concluent qu'il s'agit d'un homicide, évidemment. Les enquêteurs recoupent alors les témoignages recueillis au bar Bouddha Live où Christine avait passé sa dernière soirée. Plusieurs personnes se rappellent de l'homme qui se faisait appeler Junior, sûrement comme peut-être le Junior de Deadpool, là, de Wade Wilson. Je me suis posé la question s'il prenait ce nom-là pour ça. Et qui est reparti avec elle. Les images de surveillance confirment que cet individu est ensuite parti au volant de sa voiture. Dans la nuit du 8 octobre 2019, peu après les meurtres, Wade passe plusieurs appels à son père biologique, dont on ne vous avait jamais parlé, qui se nomme Steven Testaseca. La voix glaciale, il lui avoue froidement « Il y a 2 personnes qui ne reviendront pas. Je suis un tueur. » Terrifié par ses confidences répétées, son père, épaulé par son épouse, contacte aussitôt la police. Honnêtement, il a bien fait, là. Grâce à ses aveux, conjugués aux éléments déjà réunis par les enquêteurs, les forces de l'ordre parviennent à localiser Wilson. Oui, parce que je pense pas que c'est quelqu'un qui est difficile à localiser. Je pense pas qu'il maîtrise tant que ça les traces numériques, ces choses-là. On l'a vu sur des caméras. Il a sûrement enlevé le sang sur la scène de crime d'une manière un peu bâclée. Oui. Sans doute pas
utilisé de protection lorsqu'il a il a étranglé des gens au niveau des mains, puis tu sais, donc je pense pas que justement il fait des appels comme ça, puis il doit être facilement retraçable. Ah ben oui, j'ai l'impression que c'est tellement impulsif, justement, c'est tellement pas calculé. C'est ça. Puis non, il a pas l'air, pas qu'il n'est pas intelligent. Il fait des erreurs. Mais c'est ça, il fait des erreurs. Puis même juste le fait d'avoir appelé son père, parce que tout de suite après, c'est un drôle de comportement. Le 9 octobre, Wilson est arrêté dans une maison inoccupée du boulevard Del Prado, à Cape Coral. L'interpellation se déroule sans résistance. Durant les interrogatoires, Wilson se montre détaché et sans remords. Il confirme chaque détail des crimes, y compris l'écrasement de Diane avec le véhicule volé. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'il a agi par pur plaisir de tuer. Lors du procès, son père biologique a témoigné contre son fils, relatant en détail l'appel glaçant où Wilson lui avait avoué les meurtres. Il a affirmé sa conviction que sans arrestation rapide, eh bien, il était convaincu que Wade aurait recommencé encore. Oui, sans doute, hein, il était parti pour ça. Là. Ah oui, puis il a bien fait son père. Là. Pour rappel, Wade Wilson avait été adopté très jeune par Steve et Ellen Wilson, ses parents adoptifs. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il a repris contact avec son père biologique Steven. Et du côté de Diane, eh bien, son corps n'est retrouvé que le lendemain, le 10 octobre 2019, soit 3 jours après les meurtres, après son meurtre, et après d'intenses recherches de la part des autorités, parce qu'elle aussi, elle manquait là, au travail. Son corps gisait toujours sur le terrain vague, précisément derrière un Sam's Club situé sur le Pine Island Road, dans une zone peu fréquentée. Pour ceux qui se rappellent les magasins de disques. Oui, c'est vrai. Ah, mais oui, moi, un Sam's Club, c'est pas plutôt c'est les Costco de Walmart. Ah oui, OK. C'est ça, ils s'appellent les Sam's Club. On en a moins au Canada. Oui. Ouais, j'avais Sam de Record oui, Man. c'est vrai. Oui, le lapsus, c'est drôle quand même. Oui, j'ai mélangé les deux. Oui, puis en 2019, je pense qu'il n'y avait plus non plus de Sam's de Record. Non. Mais bon, au moins, c'était pas un Home Depot, hein, pour une fois. Souvent, tu te rappelles, dans nos histoires, on dirait qu'il y a souvent des corps trouvés ou des meurtres dans des stationnements de Home Depot. Ou de Walmart. Oui, exact. L'autopsie de Christine Melton, la première victime de Wade, met en évidence un étranglement brutal. Des marques circulaires retrouvées autour de son cou ne correspondaient pas seulement à une prise à main nue. Elles laissaient penser que Wade avait peut-être utilisé un objet rigide, métallique, pour accentuer la pression, mais aucun instrument n'a jamais été retrouvé. Ouais. Le médecin légiste confirme une mort par asphyxie mécanique. Sur son corps, aucune blessure de défense significative n'est relevée, même si ses ongles cassés racontent un bref sursaut de lutte instinctive, une ultime résistance vite étouffée. Sur les lieux, la scène du crime intrigue. Son appartement, petit et décoré avec soin, est resté étrangement ordonné. Pas de traces d'effraction. Rien qui laisse présager la violence qui s'est déroulée entre ses murs. Pourtant, certains objets essentiels manquent. Son téléphone, son portefeuille et surtout sa voiture, emportée par son meurtrier. Selon un rapport interne de la police, l'attaque a été foudroyante, rapide, sans mobile apparent lié au vol. Ses voisins qui la décrivaient comme douce et aimable peinent à comprendre comment une existence aussi tranquille a pu être anéantie avec une telle brutalité. C'est tellement, mais ils ont raison. Hein. Je veux dire, c'est une femme sans histoire, sans rien. Oui, Imagine oui. Là, ta voisine, là, peu importe ma voisine, là, que du jour au lendemain, elle se fait assassiner comme ça, à côté de chez toi. C'est troublant. C'est troublant. Pour Diane, la seconde victime, les enquêteurs découvrent une scène bien différente. Son sac à main est retrouvé renversé, répandant effets personnels et cosmétiques sur le sol. Une chaussure gît à plusieurs mètres de son corps, signe qu'une lutte violente a éclaté. L'environnement lui-même raconte le chaos. Des marques de frottement au sol, des traces témoignant d'un corps déplacé, traîné dans un terrain vague avant d'être recouvert de branchages. L'autopsie vient confirmer l'horreur de cette attaque. Ses mains portent des griffures profondes, preuve d'une lutte désespérée. Elle a été étranglée, puis atrocement écrasée à plusieurs reprises par la Nissan Versa volée, son propre meurtrier passant et repassant sur elle avec le véhicule. Le corps mutilé de Diane Ruiz
porte l'empreinte d'une barbarie inouïe. Ici, aucun mobile ne se dessine, sinon celui d'une violence gratuite, nue et dénuée de sens. C'est ça aussi qui est encore particulier, parce qu'on dirait même les policiers, même s'il y a eu des vols, ils n'attribuent pas le meurtre au vol. Tu comprends-tu? Oui, exact. exact. Comme si c'était pas ça le motif en tant que tel. Non, ça veut tout dire. Et là, on se dirige au procès, parce que je vous rappelle, il a été arrêté le 10 juin 2024, donc quasiment 5 ans plus tard. C'est toujours très, très long, les procès. Et vous allez voir, il s'est passé toutes sortes d'autres choses aussi en prison. Là, c'est tout qu'un personnage. Et bon, on revient le 10 juin 2024. Le procès s'ouvre en Floride sous les yeux d'une presse locale et nationale qui est avide de chaque détail. Oh oui. Oui, c'est cas comme ça. Là. Dans la salle, on a le juge Nicholas Thompson et les différents procureurs et les avocats de la défense qui sont présents. Dès le départ, le procureur déroule un dossier implacable. Les témoignages de l'ami de Christine, les preuves médico-légales et surtout, les aveux glaçants de Wilson. Il n'a jamais nié ses crimes. Le juge Thompson qualifiera d'ailleurs ces crimes de odieux, atroces et cruels. La défense tente de jouer la carte de la maladie mentale. Les psychiatres évoquent l'abandon parental, l'instabilité affective, les commotions cérébrales jamais suivies médicalement et même les addictions. Les neurologues parlent d'un syndrome post-commotionnel, de crise de rage, de perte de contrôle également. On évoque aussi un trouble de la personnalité antisociale et des signes de dissociation. Mais la conclusion des experts, Émile, est sans appel. Au moment des meurtres en octobre 2019, Wade Wilson était pleinement conscient de ses actes. Il était lucide et calculateur. Donc, ils ne peuvent pas se réfugier derrière ce mur-là. Le 12 juin 2024, après seulement quelques jours d'audience, le jury déclare Wilson coupable de 2 meurtres au premier degré. Et le 25 juin, le jury se prononce sur la peine. Et écoutez ça, c'est assez particulier en Floride. Le résultat est sans équivoque. 9 voix contre 3 pour la peine de mort en faveur de la peine capitale pour le meurtre de Christine. Ben oui, ils ont la peine de mort là-bas. Là, exact. Mais tu vas voir, il y a un décompte qui est un peu différent. Et pour celui de Diane, c'est 10 contre 2 parmi les jurys, donc ce sont 12 jurys. Mais normalement, avant avril 2023, donc désormais, c'est une majorité qualifiée de 8 jurés sur 12 qui suffit pour recommander la peine capitale. C'est fou, hein? Un changement avec un gouverneur comme ça qui change la loi. Oui, puis, exact. Et c'est un gros changement quand même, l'unanimité versus une majorité. Ben oui, je trouve que ça, justement, je suis pas pour la peine de mort, mais je trouvais que ça donnait un certain rebalancement, mais là... c'est comme 2 tiers, dans le fond. Là, oui, 8 exact. sur 12. C'est donc dans ce contexte que Wade devient le tout premier condamné à mort en Floride sous cette nouvelle législation. Une décision historique, mais qui relance encore une fois les débats sur la peine de mort aux États-Unis et sur la sévérité grandissante de l'État de Floride en matière criminelle. On sait, c'est un État républicain, ils sont encore plus sévères. Pendant les audiences, les familles des victimes livrent des témoignages bouleversants. La sœur de Christine décrit une femme drôle, généreuse, qui illuminait chaque pièce et qui, le 7 octobre, n'avait qu'une intention simple, décompresser au bar après une longue journée de travail. Le frère de Diane rappelle, lui, une battante, une femme de cœur, courageuse, toujours prête à aider ses voisins. La découverte de son corps le 10 octobre 2019 a laissé une plaie béante dans leur communauté. Et c'est le 27 août 2024 que le juge Nicholas Thompson entérine la décision du jury et prononce la sentence ultime. 2 condamnations à mort, une pour chaque victime. Dans la salle, l'émotion est à son comble. Le juge, visiblement ému, rappelle à Wilson la portée de ses actes. Tant qu'à lui, il reste impassible. Certains observateurs affirment même l'avoir vu esquisser un petit sourire. Ouais, je serais pas surpris. Non, moi non plus. Mais l'histoire de Wade Wilson derrière les barreaux ne s'arrête pas là. Le 30 septembre 2020, bien avant son procès, il avait déjà tenté une évasion spectaculaire avec son co-détenu Joseph Katz. Ensemble, ils avaient retiré le cadre métallique d'une fenêtre et commencé à fissurer le verre de sécurité. Le plan a échoué, mais ça a révélé ses liens avec un gang suprémaciste blanc, les Unforgiven, ce qui doit expliquer justement sa croix nazie. Comme la chanson de Metallica. Ben oui, c'est... Ouais. En 2023, il plaide aussi coupable pour une affaire de trafic de stupéfiants en prison.
La sentence, ils sont sévères là, sur le trafic en prison, là, 12 ans de prison et 50 000 d'amende. 12 ans? Oui, pour du trafic. Nous aussi, il y en a des condamnations de trafic à l'intérieur, mais c'est jamais 12 ans. C'est fou, là. Et 50 000 d'amende. Et là, bon, rassurez-vous, là, ils vont être purgés en même temps que ces 2 condamnations à la mort. Ben, c'est ça, surtout quand tu es condamné à mort. Ça fait quoi, 12 ans de prison de plus? Ben non, ça change rien. C'est ça, j'ai l'impression que justement, il a dû faire ça. C'est comme si tu avais le droit de trafiquer, finalement. Ben, oui. Mais c'est vrai, hein, quand un humain est tellement dangereux quand il n'y a plus rien à perdre. Donc, c'est clair. Dans des contextes comme ça. Là. Et aujourd'hui encore, ben, ces avocats ont fait appel. Donc, le processus pourrait s'étirer sur 5 ans encore là, par rapport à sa peine de mort. Donc, et on appelle ça un Spencer Hearing qui est attendu. Ça, c'est une audience où Wilson aura une ultime chance, en fait, de plaider devant la Cour suprême de Floride par rapport à son cas. Mais bonne chance, là, je veux dire. Peut-être, honnêtement, moi, la peine de mort, je suis pas tant d'accord, là, même si des fois, je trouve que des gens le méritent, mais on est qui, nous, pour décider? On punit de pas tuer, mais on tue. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours cette incohérence-là. Mais, je comprends. Mais en même temps, c'est ça, j'ai hâte. Je sais pas si ça va tant changer quelque chose, son appel. Ouais, je serais bien surpris de voir ça. Peut-être que via l'appel, ils vont évoquer le changement de législation. Je sais pas trop là. Je sais pas comment il pourrait en appeler parce que lui, de toute façon, il nie pas ses crimes. Non, c'est ça. Bon, peut-être qu'il pourrait alléger sa sentence, mais là, je pense pas qu'il y ait vraiment d'espoir pour lui. Non, par non contre. plus. Et ça conclut un petit peu la chronologie des événements, Seb. Ceci dit, il est devenu une célébrité aussi sur les réseaux sociaux. Wade Wilson, son mugshot, son visage, ses tatous, les petits sourires qui passent, ont fait en sorte que il est devenu l'objet d'une véritable fascination morbide, à quelque part, en ligne sur Internet. Entre autres sur TikTok, Instagram, même Pinterest. Oui. Et dans des groupes fermés de Facebook, des jeunes femmes, parfois très jeunes, commentent son physique, sa mâchoire carrée, son regard intense, écrivent qu'il est un peu... il est beau, mais il est dangereux. C'est un peu le bad boy à quelque part. Puis je me rappelle même, à une certaine époque, on le voyait dans des vidéos de Watch Mojo, comme quoi les prisonniers les plus sexy ou des choses comme ça. Là, il est très clickbait, Wade Wilson. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Ce phénomène porte un nom, Seb, c'est l'hybristophilie. Oui. Et là, je vais me jouer psychologue à 2$ ici. Là. Il s'agit d'une attirance sexuelle ou romantique envers des criminels violents. Et ce n'est pas seulement une curiosité morbide. Certaines admiratrices recherchent une véritable proximité, parfois même une relation amoureuse avec des individus considérés comme dangereux. L'histoire criminelle regorge d'exemples. Ted Bundy, d'ailleurs, qui est même Wade Wilson, parfois, dans son intensité puis dans sa spontanéité, fait penser à Ted Bundy aussi. Raison. Mais lui, Ted, recevait des centaines de lettres d'admiratrices durant son procès. Même Richard Ramirez aussi, le Night Stalker, qui a épousé une groupie, lui, là, en prison. Ou même Luca Magnotta, là, autour duquel il s'est formé une communauté fascinée par son image médiatisée. Ils deviennent un peu des superstars malgré eux. Exact. Et aujourd'hui, c'est lui, le Wade, ou le Deadpool Killer. Il y en a qui vont l'appeler le TikTok Famous Killer aussi, parce qu'il est devenu une célébrité beaucoup grâce à TikTok, avec des hashtags aussi. Et à chaque époque, certains meurtriers déclenchent un peu ce culte qui dépasse la notoriété et frôle le statut de mythe un peu. Là. Et Wade Wilson, il incarne ce paradoxe-là, un homme condamné pour 2 meurtres d'une cruauté extrême, mais qui reçoit derrière les barreaux des lettres d'amour et même des propositions de mariage. Mais est-ce que tout ça est vrai, dans le sens que est-ce que vraiment les personnes iraient jusqu'au bout là? Ouais, ça. Sûrement que certaines personnes iraient jusqu'au bout. Sûrement, oui. Après sa condamnation, son histoire a littéralement enflammé TikTok. Des vidéos souvent produites par des adolescents ou des jeunes adultes explorent son passé tourmenté, son enfance chaotique, ses troubles psychologiques. Le tout est raconté sur un ton dramatique, parfois ironique, propre au format court de la plateforme. Mais ce qui a le plus captivé, c'est son image un peu ambiguë. Le charisme sombre, un physique séduisant, dont on a parlé un petit peu, puis
puis, il ressemble vraiment à un anti-héros de Marvel, à la Deadpool vrai, un peu, là, dont il reprenait le style provocateur. Et c'est entre autres pourquoi il y a autant de fascination. Les gens trouvent que, justement, il a l'air d'un bad boy, on dirait un personnage de film. Et ça a donné naissance un peu à un genre de dark fandom autour de Wade Wilson. Mais il y a eu des critiques en lien avec justement ce type de fandom-là, des parents inquiets, des associations de victimes et des spécialistes qui dénoncent une banalisation des crimes graves et une violence mise en scène comme divertissement. Puis je ne sais pas s'il y a eu un filtre au niveau de YouTube, mais on dirait que j'ai l'impression qu'il est mal référencé dans le sens que j'ai l'impression que son nom se retrouve à une liste. Lorsque je cherchais du contenu parfois, dépendamment de la plateforme, sur lui, j'en trouvais parce qu'il y en a eu des tonnes de contenu. Tous les grands YouTubers, True Crime en ont parlé à l'époque du procès d'une certaine façon. Mais je vois que ces vidéos-là étaient souvent très loin dans les... dans l'algorithme à quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'à un certain niveau, peut-être que les plateformes sont intervenues pour flaguer son nom. Là, effectivement, oui. Et en parallèle, ces contenus ont ouvert des débats sur la santé mentale aussi, sur l'échec des institutions, la responsabilité sociale derrière un cas comme Wade Wilson. Mais sur TikTok, la brièveté puis le sensationnalisme réduisent souvent ces discussions à quelques échanges superficiels. En conclusion, à quelque part, Seb, ça a provoqué un nombre de chocs en Floride, l'histoire de Wade Wilson, notamment de Tallahassee à Fort Myers. Les médias ont largement couvert son procès, insistant sur son parcours tragique, la montée de sa violence, puis les occasions manquées des institutions pour intervenir. On a parlé un peu de la réhabilitation tantôt. Il y a des associations de santé mentale qui ont dénoncé l'absence de suivi adapté, puis le manque de coordination entre les services sociaux. Et les autorités locales, souvent en réponse, ils ont annoncé des réformes pour mieux détecter, tenter d'accompagner les jeunes en difficulté. C'est dur quand même anticiper un cas aussi sévère que lui. T'sais. On dirait que son parcours peut ressembler au début à un jeune délinquant, mais par la suite, comment prédire ce genre de truc-là? C'est sûr que ça se passe jeune, ça se passe même avant l'adolescence. Oui, exact. Puis lui, on dirait que sa vie a été écrite pour qu'il devienne un peu ce personnage-là. Oui, exact. C'est une chaîne d'événements qui se sont suivis et qui ont donné ça. Yes, donc s'il y a des développements, les Distordus, on va vous tenir au courant de cette histoire-là de Wade Wilson parce qu'il y a des appels, c'est quand même une histoire encore récente. Oui. Ça se peut qu'il se passe d'autres choses en prison aussi parce que ça se peut qu'il se marie en prison un jour. Oui, aussi, ou qu'il snappe et qu'il tue quelqu'un d'autre. Là. Exactement. Donc, on espère que vous avez aimé ça. J'espère aussi, Seb, que tu as aimé ce cas de début de saison 11. C'est quand même troublant. Hein? C'est difficile. Je vois dans tes notes, tu disais c'est difficile d'avoir de l'empathie, évidemment, envers lui, malgré son passé trouble. Oui. Habituellement, j'ai même une forme d'empathie pour Ghislaine Maxwell, à cause de son... Dans le sens qu'il y a des gens, malgré toutes les... On peut comprendre des fois qu'est-ce qui les a amenés là, mais... Ah oui, avec du contexte, on peut arriver un peu des fois à se dire... OK, il n'y avait pas la vie de son côté. Non, c'est ça. Mais dans son cas, c'est vrai qu'il n'y avait pas la vie de son côté. Là. Je peux pas... mais il y a quelque chose de brisé en lui, puis on dirait que... C'est drôle parce qu'il n'a pas fait de geste, il n'a pas fait de meurtre pendant des... Tu sais, je veux dire, les 2 seuls meurtres qu'il a fait, il les a fait en 2 jours. Même pas 24 heures. En une journée, oui, exact. En une journée. Puis c'est tout, heureusement, parce qu'il était arrêté avant, mais je veux dire, il avait quand même 25 ans, il aurait pu... je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans? Mais j'avoue, même avant, tu sais, moi, le petit gars qui a failli pousser devant un autobus sur la route, ça me trouble encore, tu sais. C'est une tentative de meurtre, là. Est-ce que c'est à cet âge-là qu'on détecte les jeunes meurtriers, les futurs meurtriers? Oui. C'est souvent, on dit, il va brutaliser des animaux et tout ça. Dans son cas, on ne l'a jamais entendu parler. Ça n'a pas été documenté, mais tu vois que c'est vrai ce que tu dis. Tous ces autres comportements, juste pour rire, là, ça doit être un peu toujours ça, son mojo. Là. Donc, non, c'est vraiment troublant. Puis non, pour lui, je ne suis pas capable d'avoir d'empathie. Ah non, je comprends très bien.
Bon, eh bien, merci Seb pour tout ce travail. Merci les Distordus de votre soutien. C'est à toi. Inconditionnel, oui. Et on se revoit sur Patreon pour un after show parce qu'on va parler de d'autres mugshots devenus célèbres ou ces criminels trop beaux pour la prison. Oui, on en a 7 qu'on va vous parler. Donc c'est un gros after show. Oh là là, en after show. Sinon, vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Patreon, sur Instagram, YouTube, Facebook, via notre groupe privé, un petit peu partout sur notre site web, distorsionpodcast.com. Et on se revoit très bientôt. On a des live streams qui s'en viennent. Notez bien le 18 septembre. Et en fait, comme c'est la tradition, on a des shout-outs Patreon à donner. Seb, je te laisse commencer. Oh oui, beaucoup d'amour à nos actionnaires. Maude, DSM, Audrey, MM, Rose, T, la mystérieuse Chloé et Joanie B. Aussi un gros câlin à Émilie S, à Numéro Chiffre, Charlotte à toi, à Monk, à Francis et à Guylaine DG. Une grosse colle à Noctaraline, Stéphanie P, Émy, Véronique G et Francis B. On poursuit avec une bonne poignée de main à Vanessa L, à LFB, à Une Raton, à Catherine S, à Lauriane F. Je lève mon verre à Ariel C, à Karen, à Pascal M, à Catherine R et à Anne-Sophie G. Une bonne tournée de bière aussi à Josiane GC, à Sacha B, à Cathy R, à Marie-Michel F et Allison B. Merci à vous. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Méfiez-vous des faux Deadpool, parce qu'au cinéma, ils brisent le 4e mur. Mais dans la vraie vie, ils brisent des existences. Pensez-y.